Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 7 août 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Cette brève pour débuter ce journal, les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Moukaila Halidou du Sinaseb, également secrétaire général adjoint de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement tournoi de la page TLP Niger, qui vont passer leur 143e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daïkaina, Walam et Kolo dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 pour dénoncer le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Après 13 mois de formation à l'école de la gendarmerie nationale, la 53e promotion des élèves gendarmes a été présentée au drapeau du Niger ce vendredi 7 août 2020 au cours d'une cérémonie. Ils sont au total 896 élèves gendarmes qui viendront ainsi renforcer l'effectif actuel de la gendarmerie. La cérémonie s'est déroulée devant les invités et il y avait aussi les membres des familles des récipiendaires. Faisons le point avec Abdourazak Hamidou Léo et Aboubakar Souley. C'est sous la pluie, preuve sûrement de bénédiction, qu'a eu lieu la présente cérémonie de présentation au drapeau et le baptême de la promotion des élèves gendarmes 2019. Une promotion composée de 896 élèves gendarmes, dont 12 féminins. Il s'agit de la 53e promotion des élèves gendarmes. Après 16 mois, ces élèves gendarmes ont reçu une formation militaire adaptée à la situation actuelle, un enseignement professionnel adéquat qui leur permettront de travailler dans le strict respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour la défense opérationnelle du territoire, la sécurité publique ainsi que la protection des personnes et de leurs biens. Élèves gendarmes de la promotion 2019, vous êtes désormais outillés et aptes à exercer le métier du gendarme. Je vous nomme ambassadeur de l'école de la gendarmerie nationale et vous exhorte à véhiculer au sein de vos frères d'armes et de la population les vertus du professionnalisme, de la rigueur et du respect des lois et règlements de la République acquis à l'école. Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale, la présente cérémonie que vous présidez, en dépit de vos multiples charges, témoigne de l'importance que vous accordez au rôle joué par notre institution. C'est le lieu pour moi de préciser que la gendarmerie nationale constitue une force militaire polyvalente, intervenant dans le domaine de la police judiciaire, de la sécurité intérieure et de la défense opérationnelle du territoire. Son action s'exerce sur toute l'étendue du territoire national à travers un maillage qui, bien que large, ne couvre pas toutes les communes, engendrant du coup une nécessité de la création de nouvelles unités pour mieux être auprès de la population et asseoir véritablement cette police de proximité. Aussi, face aux menaces actuelles, la gendarmerie nationale travaille ardemment avec les autres forces de défense et de sécurité afin de répondre aux aspirations de sécurité et de paix chères à la population nigérienne en général et en particulier aux autorités de la 7e République. Cette cérémonie a bénéficié de la présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de la Défense nationale, qui l'a présidé. Je me réjouis de la qualité de la formation reçue par ces élèves gendarmes pendant 13 mois de dur labeur passé à l'école de la gendarmerie nationale. Cette promotion viendra augmenter significativement les effectifs de la gendarmerie nationale et par là même renforcer les capacités opérationnelles. Élèves gendarmes, vous allez bientôt connaître le terrain avec ses exigences, ses contraintes, ses réalités. J'ose espérer que vous allez traduire avec efficience les connaissances acquises en pratique afin d'assurer la protection des institutions de la République, des personnes et des biens, ainsi que l'intégrité territoriale, telle que définie dans l'axe 3 de la déclaration de politique générale du Premier ministre, chef du gouvernement,
son Excellence M. Brigitte Raffini, afin d'atteindre les objectifs du gouvernement. La présente promotion d'élèves gendarmes a suivi à l'école de la gendarmerie nationale une formation militaire de base étalée sur 6 mois et aussi une formation de la même durée axée sur la police militaire, administrative et judiciaire. À cela s'ajoute l'acquisition de certaines connaissances en matière de lutte contre le terrorisme et la migration clandestine pour mieux remplir les missions qui lui sont dévolues, nous a appris le haut commandant de la gendarmerie nationale. Eh bien, Abdourazak Hamidou Léo, il a plu abondamment ce vendredi à Niamey et présentement le ciel est bien couvert. Et comme d'habitude, il est très difficile pour les usagers de la capitale de circuler convenablement après la pluie du fait de l'impraticabilité des routes avec toutes les conséquences que cette situation engendre aux engins, ce qui a suscité les réactions, vous allez les voir dans ce reportage, des usagers, mais aussi des syndicats de conducteurs des taxis de la ville de Niamey. C'est un reportage signé Asma Oseidou et Aboubakar Soleil. Emprunter certaines voies de la capitale en saison pluvieuse relève d'un véritable parcours de combattant. Ces voies impraticables n'est pas sans conséquence sur l'état des véhicules et autres engins. Après la pluie, c'est un calvaire, c'est un casse-tête. Aujourd'hui, quelle est la voie à l'issue pour qu'on s'amène, chemine vers un goudron qui t'amène à peine aux 200 ou 300 mètres de goudron? C'est ça aujourd'hui le problème. Donc ce qui fait que toutes les voies qui amènent sur le goudron, aujourd'hui, c'est de faire de gymnastique. Qu'on le veut ou pas, ça c'est une réalité palpable sur le terrain, que tout le monde est en train de vivre. Que tu sois, ça veut dire que je ne sais pas, dans le sillage du gourisme ou pas, que tu sois un citoyen lambda, mais dans tous les cas, ça c'est une réalité. Même à pied, aujourd'hui, ça veut dire que c'est un problème. À plus forte, ce sont ceux qui ont des véhicules. C'est un problème récurrent. L'impraticabilité des routes, surtout au moment de la saison pluvieuse. C'est vraiment un casse-tête pour circuler à Niamey. Et nous, en tant que conducteurs, en tout cas, c'est un outil de travail, la route. Donc si les routes sont impraticables, donc nous sommes handicapés, on ne peut pas assumer notre devoir, en tout cas, de transporter les gens et les déposer. Vraiment, c'est un casse-tête. Et d'autre aspect, c'est un problème parce que ça nous cause beaucoup de dommages sur nos véhicules. Les amortisseurs, en tout cas toute la suspension, les gens à chaque semaine ou 2 semaines, tout ce qu'on gagne, et on va encore après accéder des pièces détachées, aller au garage. Donc pratiquement pendant la saison pluvieuse, nous souffrons beaucoup économiquement, socialement, la population encore souffre. Les usagers interpellent les autorités par rapport à cette situation qui leur cause beaucoup d'impair. L'état des véhicules, maintenant, ça veut dire que tu prends un véhicule, ça veut dire qu'un an, maintenant ça serait la carcasse. Vous prenez, ça veut dire qu'aujourd'hui, surtout pendant la saison pluvieuse, même par ailleurs, ça veut dire qu'il faut aller refaire les amortisseurs, il faut aller reprendre les pneus, il faut aller reprendre la peinture, donc ça veut dire que ça serait zéro. Donc ça veut dire que même par ailleurs, tout ce qu'on est en train de créer, même ceux qui ont la possibilité de payer les véhicules, aujourd'hui ça veut dire que ce sont les pilleurs de ressources qui peuvent acheter des véhicules neufs. Non, c'est-à-dire en dehors de ces pilleurs de ressources-là, je ne vois pas quel est le gars aujourd'hui qui peut se hasarder de payer un véhicule tout neuf. Enfin, un véhicule qui vient du Cotonou. C'est ça le problème, quoi. Nous interpellons la ville de Niamey d'encore de redoubler d'efforts. Effectivement, il y a des efforts qui ont été faits par rapport au nid des poules, mais de faire des efforts pour désenclaver, en tout cas, les grands quartiers périphériques qui ont une grande population, qui ont besoin de se placer. Parce que la mobilité, quand même, c'est ça aussi. Sans mobilité, il n'y a pas de vie. Sans mobilité, il n'y a pas de travail. Donc vraiment, nous pensons que c'est indispensable que le président de la délégation spéciale multiplie d'efforts. Il revient alors aux autorités de la ville de Niamey de prendre leurs responsabilités afin que Niamey la coquette puisse être une réalité. Merci Asma Ousseidou. Cette période de saison de pluie est aussi une période propice à la multiplication des moustiques qui sont à la base malheureusement du paludisme qui fait chaque année des dégâts. C'est pourquoi cette période, les médecins profitent pour toujours rappeler à la population certaines dispositions à prendre pour se mettre à l'abri. Reportage Arrêté Sala, Aboukar Souley.
L'installation définitive de la saison hivernale à Niamey rime avec la prolifération des moustiques qui sont responsables du paludisme. Les eaux qui stagnent dans les différents quartiers, conjuguées à l'incivisme de la population qui verse des ordures ménagères dans ces eaux, rendent propice la multiplication des moustiques. Ce qui fait constater la montée en flèche de cette maladie, le paludisme, qui n'épargne personne. Pour éviter la propagation du paludisme, il est conseillé à la population de garder les endroits propres et d'utiliser les moustiquaires imprégnés, selon Dr Ila Alassane. On doit faire un appel à la population pour effectivement faire disparaître ces plaques d'eau-là, pour en fait d'empêcher justement la production de ces moustiques. En tout cas, au-delà des plaques d'eau, il y a justement l'assainissement qu'il faut faire, l'assainissement de l'environnement, parce qu'il n'y a pas que les plaques d'eau, il y a également en tout cas tout ce qui est comme insalubrité qu'il faut vraiment dégager, en tout cas autour des concessions. Et il y a également les herbes qui poussent. Donc c'est là où les moustiques là, justement arrivent à trouver des abris où ils se cachent, et ce qui fait que la nuit, ou dès qu'ils commencent à faire sombre, justement, ils sortent et piquer justement les gens. Donc ce qu'il faut également éviter dans cette période, c'est de sortir la nuit, en tout cas torse nu, surtout chez les enfants, on le voit souvent. Parfois, alors que dès qu'il commence à faire nuit, donc que les enfants en tout cas soient mis donc, sous les moustiquaires, c'est extrêmement important. Mais également les femmes enceintes, il faut falloir que les gens fassent extrêmement attention, parce que le palu est extrêmement dangereux chez la femme, parce que ça permet, ou ça entraîne, si vous voulez, certains problèmes notamment liés à l'avortement, en tout cas surtout au premier trimestre justement de grossesse. Au-delà de ça, il y a des campagnes qu'on fait notamment si vous voulez, de prévention, notamment la CPS, en principe, en tout cas ça se fait chaque mois pendant cette période hivernale. Donc il va falloir que les gens, en tout cas, acceptent justement ces médicaments-là. Quand on vient vers vous, donc il faut que les enfants, il faut qu'on suit les enfants, d'abord qu'ils prennent la première dose en présence de l'agent de santé, et en plus de ça, effectivement, donner les doses suivantes. Dès l'apparition des premiers signes se rapportant au paludisme, à savoir les maux de tête, la fièvre, les douleurs abdominales, etc., évitez l'automédication en se rendant dans les centres de santé pour une prise en charge adéquate. Si vous avez justement cette fièvre-là et que vous prenez le traitement de palu, si ce n'est pas le palu que vous avez, donc vous courez énormément de risques, parce que là vous êtes en train de traiter autre chose, alors que la maladie est en train de s'aggraver en vous. Et le plus souvent, c'est ce qui conduit justement au décès inattendu, le plus souvent. Donc il faut éviter vraiment l'automédication, ce n'est pas bien. Au-delà justement de cet état de fait, il y a effectivement la toxicité de ces produits-là, qui peuvent justement être toxiques pour le foie, pour le rein, pour le cœur, pour le cerveau. Et une fois ces organes-là sont touchés, en tout cas, il n'y a plus rien à faire. Le plus souvent, on va droit vers la mort. C'est malheureux, mais on peut l'éviter en allant justement à l'hôpital. Et en plus de ça, la nature des produits qu'on prend aussi reste à désirer, parce que le CPE aussi, c'est des produits qui ne sont pas réellement, si vous voulez, tamisés, des produits qui ne sont pas pharmaceutiques, des produits en tout cas qui sont extrêmement toxiques également, et ça aussi, ça peut aggraver justement la situation de l'individu. Il est extrêmement important d'aller vers un médecin. Il vous consulte, il vous dira effectivement ce que vous voulez, il vous proposera justement un traitement correct et vraiment sans arrière-pensée, sans pour autant que vous courez effectivement des risques, en tout cas d'avoir une autre pathologie. En respectant les conseils des médecins, on peut minimiser le risque d'une complication du paludisme qui peut conduire à la mort. Arrête ça là, merci. Toujours dans le même cadre, il faut signaler que les autorités de la ville de Niamey vont entreprendre une vaste opération de démoustification dans les 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey à partir de demain samedi 8 août 2020 pour une durée de 2 semaines. C'est pourquoi les initiateurs demandent à la population de couvrir ou de mettre à l'abri les boissons et les aliments lors du passage des équipes de pulvérisation. Nous allons à présent à la découverte d'un jeune qui se débrouille pour mener sa vie. Matou Idrissa, c'est son nom, et il s'est lancé dans la vente des cartes de recherche, une activité qui lui a permis de payer ses frais de scolarité. Reportage à Ibrahim Aboubakar et les stagiaires et Ibrahim Aboudou. L'installation des opérateurs de téléphonie mobile a fait naître une activité au Niger. Cette activité est celle de la vente des cartes de recharge aux abonnés.
En effet, beaucoup de jeunes Nigériens se sont engagés dans cette activité, négligée mais assez lucrative. Les plus chanceux ou plutôt les plus entreprenants ont réussi à exceller au point de collaborer avec les grands fournisseurs. C'est l'exemple de ces jeunes Nigériens résidant dans le 5e arrondissement de Niamey, qui s'étaient lancés dans la vente de cartes de recharge au début de l'année 2014. Ce qui m'avait motivé pour entreprendre cette activité, c'est grâce à les expériences que j'ai eu à avoir dans ce domaine, comme j'ai eu la chance de travailler avec une entreprise qui se nomme Direct Marketing, où j'ai eu à travailler là-bas en tant qu'agent motorisé. Pendant 5 mois de travail en tant qu'agent motorisé, je me suis retrouvé superviseur général des agents motorisés. Donc en travaillant là-bas, j'ai eu de l'expérience dans le travail. Et donc au bout de quelques mois après, l'activité a pris fin. Donc maintenant, j'étais à la maison, je me rappelle très bien, et je me suis dit, bon, un tel comme tu as eu à travailler dans ces domaines, tu as eu des expériences, pourquoi ne pas exploiter ces expériences? Et du coup, c'est là-bas que j'ai eu cette motivation de travailler, de continuer dans le même domaine. Aujourd'hui, Matou Idrissi Issa couvre presque la ville de Niamey et grâce à son dynamisme, elle traite directement avec le principal fournisseur. Quand j'avais débuté cette activité, je n'avais que 50 000 avec moi. Je me rappelle souvent, je me lève le matin et je ne prenais même pas le petit déjeuner parce que je ne veux pas toucher dans les 50 000 là. J'ai eu à faire un mois. J'ai gagné 23 000 à peu près comme bénéfice. Et du coup, le deuxième mois, ça augmente. Et je me suis dit, j'ai de la chance dans ce travail, il faut continuer. J'ai à peu près 4 personnes à ma charge. Ce que je peux dire à la jeunesse, on devrait se mettre en tête qu'il n'y a pas de sous-métier. Il faut juste savoir oser. Moi, j'ai pris le risque et Dieu merci, ça a marché. L'exemple de ce jeune homme devrait être une illustration pour bon nombre de jeunes qui restent à ne rien faire car, dit-on, la vie est un combat. Et il faut donc se battre pour assurer son avenir. Une nouvelle série dénommée Ça raconte sera bientôt publiée sur les chaînes de télévision. Elle est réalisée par un jeune réalisateur du nom de Haruna Habibou. Donc cette série a été au centre d'une conférence de presse hier pour déjà annoncer les couleurs. Le résumé avec Abdelrazak Hamidou. Cette conférence de presse se tient en prélude au lancement d'une nouvelle série réalisée par Haruna Habibou. Ça raconte, c'est son nom. Une série dans laquelle se mélangent amour, drame, comédie et suspense. Ça raconte, c'était un vieux rêve qui était là de pouvoir faire quelque chose, apporter ma part dans l'édifice qu'est le cinéma nigérien. Donc, par la grâce de Dieu et par l'aide de vraiment beaucoup de partenaires, beaucoup de parents, beaucoup d'amis, aujourd'hui on est en train de réaliser ce rêve ensemble. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore fait le dernier clap. Nous sommes toujours en production. Donc, d'où la possibilité pour tous ceux qui veulent aussi contribuer à la réussite et à la réalisation de cette série de se manifester. Donc c'est un tournage qui va prendre encore un bon moment parce que nous comptons produire 40 épisodes de 10 minutes chacune, au moins 10 minutes. Donc 40 épisodes c'est quand même beaucoup à tourner. C'est la première expérience de ce genre pour le jeune réalisateur. Et à l'heure des nouvelles technologies, cette nouvelle série a de belles chances de s'imposer. Ça raconte vient dans une ère où aujourd'hui nous sommes tous sur nos téléphones portables, nous sommes tous connectés à Internet. Donc c'est vraiment l'occasion de faire voyager Ça raconte à travers nos téléphones, à travers les différentes plateformes qui s'offrent à nous aujourd'hui pour faire la propagande de ce film-là, pour qu'on puisse vraiment donner des ailes à cette boîte de production Focus 227 et à ce réalisateur qui est Habib. Parce qu'aujourd'hui, si nous attendons que l'État pour faire du cinéma, on ne peut pas faire du cinéma. Il faut forcément qu'il y ait d'abord une base. Une base, aujourd'hui, moi je parle en tant que président de l'association
nigérienne de production de contenu audiovisuel et cinématographique. Donc nous, vraiment à notre niveau, on a compris et ce qu'on fait, c'est de faire jusqu'au jour où les aides arrivent à nous. Mais tant qu'on s'assoit et qu'on attend de l'aide, on ne peut pas faire du cinéma. Beaucoup ne savent pas, mais Habib, c'est quand même le numéro 2 de la fille du gouverneur. Sans Habib, il n'y aura pas eu de fille du gouverneur. C'est vraiment avec lui qu'on s'est dit, écoute, on va y aller. On ne sait pas là où ça va porter, mais on y va. Et alhamdoulilah, quand même, grâce à ce film-là, beaucoup ont trouvé leur chemin. Et aujourd'hui, Habib, je dirais, c'est aussi le produit de cette initiative qu'on a eu commune d'aller dans le cinéma. Aujourd'hui, ça raconte est là, c'est dit pour le public nigérien. C'est une innovation et nous, on encourage ce genre d'initiative. Et le Centre national de la cinématographie, comme je l'ai dit tout le temps, en fait, c'est un espace pour tous ceux qui font le métier du cinéma. Nous sommes là pour accompagner, nous sommes là pour accueillir ce genre des idées innovantes. Et je pense que au-delà de l'aspect technique, au-delà de l'aspect technologique, je pense aussi que cette série, elle est très riche parce que c'est notre quotidien, c'est notre vie, en tout cas pour les parties que je vis, et j'aurai, Inch'Allah, le plaisir de découvrir ça lorsque ça sera rendu public. Ça raconte et à retrouver dès ce samedi 8 août 2020 sur la page officielle Focus 227 et sur YouTube. Merci Abdelrazak Hamidou, Léo, et courage aux jeunes réalisateurs et son équipe. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end.